Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Mérand, je suis professeur de sciences politiques, directeur scientifique du Cerium et votre animateur. Aujourd'hui, nous parlons de la Transnistrie et des États de facto. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être un peu de mal à identifier la Transnistrie sur une carte. C'est normal, elle n'y figure généralement pas. Pourquoi? Parce que c'est un État, mais c'est un État de facto, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu sur le plan international. La Transnistrie, c'est une entité politique d'environ 4000 km² qui rassemble environ 400 000 habitants sur le territoire de la Moldavie ou Moldova. Il se trouve que nous avons une collègue au Cerium, Magdalena Dębinska, qui est également directrice académique du Cerium, professeure de sciences politiques, qui a beaucoup travaillé sur la Transnistrie, qui a fait des enquêtes de terrain sur cette entité de facto et qui vient de faire paraître un livre intitulé La fabrique des États de facto, qui aborde notamment la question de la Transnistrie. Bonjour Magdalena Dębinska. Bonjour Frédéric. Alors peut-être qu'on pourrait commencer pour nos auditrices et nos auditeurs par une explication de ce qu'est ce pays exotique de la Transnistrie, quel est le régime politique en Transnistrie, et puis peut-être nous expliquer un petit peu finalement un État de facto, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la Transnistrie, comme vous l'avez mentionné dès le début, c'est une région qui est séparatiste, qui est de jure, qui est sur le territoire de la Moldova, mais qui s'est séparée de facto de la Moldova en 1992 suite à une guerre civile. Alors, depuis ce moment-là, il y a un cessez-le-feu, il n'y a pas de traité de paix. Et le Chișinău, donc la capitale de Moldova, a perdu complètement le contrôle sur ce territoire. Et on parle donc du développement, de l'émergence d'un État de facto. Donc, effectivement, il y a des attributs étatiques qui sont présents, mais il n'y a pas de reconnaissance internationale. Donc, la Transnistrie s'autoproclame indépendante, mais n'est pas reconnue par la communauté internationale comme telle. Donc, c'est une région parmi d'autres. Donc, il y a d'autres États de facto, notamment dans l'espace post-soviétique, en Eurasie. Donc, ceux que vous connaissez certainement, ce sont les États de facto tels que le Haut-Karabakh, qui a fait la une pendant plusieurs semaines l'année passée. Les deux républiques populaires de Donbass, donc Donetsk et Luhansk en Ukraine orientale, et en Géorgie, vous avez l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Donc, ces États de facto fonctionnent, existent depuis des dizaines d'années, trentaines d'années, malgré la non-reconnaissance. Donc, bien entendu, vous imaginez que c'est quand même assez compliqué pour des régions comme ça de survivre comme une anomalie du système international, puisque, étant non reconnus par la communauté internationale, ils ne peuvent pas entrer en relation bilatérale ou autre avec d'autres États de jure. Donc, ils sont un peu à la marge, en isolement du reste du monde. Donc, les régimes politiques varient, donc ce n'est pas varie selon l'endroit. En Transnistrie, on parle d'un régime hybride. Je dirais qu'il penche de plus en plus vers l'autoritarisme. Donc, effectivement, la Transnistrie, comme tout État de facto, se dote d'une constitution, des institutions politiques, économiques, sociales, comme on les connaît, comme on les connaît dans tout régime, même démocratique. Le problème, bien entendu, c'est que vivant dans un environnement fragile et hostile, ils ont de la difficulté à développer une démocratie. Bon, je dirais même peut-être, ce n'est pas leur but premier non plus, mais effectivement, ce sont des États qui sont fragiles, qui sont précaires, mais après tout, on a des États dans le système international, on a des États reconnus qui sont faillis, qui sont précaires aussi, etc. Mais c'est certainement des régimes qui sont hybrides et voire autoritaires, oui. Alors, une distinction entre nous, les politologues, et les juristes porte souvent sur cette différence entre les États de jure, comme vous l'avez mentionné, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus comme tels sur la scène internationale, sur le plan juridique, et les États de facto,
qui, pour nous, les politologues, n'ont pas nécessairement la reconnaissance internationale, mais qui, pour reprendre l'expression de Max Weber, monopolisent la violence légitime. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les institutions qui font en sorte qu'on peut dire que la Transnistrie est une forme d'État et pas simplement le chaos ou un groupe criminel organisé ou une région simplement sécessionniste? Mais il y a plusieurs éléments d'un État sociologique, comme on weberien. Donc, il y a certainement une autorité. Donc, il y a une autorité organisée. Donc, oui, vous avez, comme j'ai mentionné, il y a des institutions, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a un parlement, il y a tout un système judiciaire. Donc, tous les instruments politiques sont en place. Mais un autre élément qui est important, c'est la capacité de cet État, donc cet État de facto, à fournir des biens et des services à l'ensemble de la population sur l'ensemble du territoire revendiqué. Et là, bien entendu, il y a différents degrés dans cette habilité-là d'un État de facto à l'autre, mais effectivement, c'est un élément qu'on regarde pour voir si l'État de facto, si les attributs étatiques sont capables de livrer la marchandise, si je peux dire, auprès de la population. Et troisième élément qui est important, c'est de regarder la légitimité de cette entité-là aux yeux de la population. Donc, il faut aussi qu'il y ait un certain degré au moins d'appui populaire à la cause séparatiste, voire à l'État indépendant. Donc, tous ces éléments mis ensemble n'en font pas un État nécessairement démocratique, comme j'ai dit, mais donc, avant de juger de la qualité de l'État, on peut quand même étudier l'État du point de vue politique et sociologique dans sa capacité d'étendre son pouvoir et les services sur la population sur un territoire donné. Donc concrètement, la Transnistrie, est-ce que c'est un État de facto qui a une armée, une police, qui administre un Oui. système judiciaire? Est-ce qu'il y a une monnaie? Vous avez fait du terrain là-bas. Est-ce qu'on retrouve tous les attributs d'un État comme celui qu'on connaît, par exemple, ici au Canada? Effectivement, il y a une armée, il y a une police, il y a un système judiciaire, il y a des lois, il y a un parlement, le soviet, qui légifère, il y a des partis politiques, on peut en parler, on ne parle pas vraiment d'une compétition extraordinaire, mais quand même, il y a tout ça, il y a des écoles, il y a un système d'éducation, il y a un système de santé, il y a un hymne national, il y a un drapeau, il y a une monnaie aussi. Donc, on fonctionne avec les roubles transnistriens qui ne sont pas transférables. Donc, en fait, c'est vraiment juste là qu'on peut acquérir et dépenser cette monnaie-là. Mais oui, donc tous les attributs, les symboliques et autres sont en place. Encore une fois, ça ne veut rien dire encore sur la qualité de ces services et de ces institutions-là. Non, on comprend bien que la Transnistrie n'est pas un modèle de démocratie libérale, mais l'impression quand même que j'ai en vous écoutant, Magdalena, c'est que pour un citoyen transnistrien, je ne sais pas si le terme est approprié, la vie n'est pas très différente euh, en Transnistrie qu'elle le serait dans, par exemple, l'État qui est reconnu sur le plan international, où se situe la Transnistrie, la Moldavie. Qu'est-ce que ça changerait pour eux d'être dans un État reconnu sur le plan international? Il est certain que déjà sur le plan économique, avoir des relations bilatérales, commerciales avec d'autres États, ça augmenterait probablement la prospérité des citoyens. Un autre élément, c'est la différence. Donc, effectivement, lorsque je parle de la vie normale et paisible qu'on observe en Transnistrie et ailleurs, c'est effectivement parce que quand je me promène sur le terrain, il y a des enfants qui jouent, il y a des garderies, il y a des écoles, il y a des concerts, etc. Donc, il y a une vie normale. Cela étant dit, on vit dans une précarité continue et qui se manifeste en fait l'émigration et la migration temporaire économique qui est majeure en Transnistrie, c'est-à-dire que plus de la moitié des Transnistriens ne pourraient pas Survivre.
survivre et subvenir à leurs besoins s'ils ne recevaient pas des fonds de leurs proches qui travaillent à l'extérieur, qui travaillent surtout en Russie. Donc, il y a cet aspect-là, il y a cette émigration-là fait en sorte que la Transnistrie est une population vieillissante. Plus d'un tiers des résidents de la Transnistrie, ce sont des retraités et des pensionnaires. Donc, il y a comme un exode de jeunes qui voient de moins en moins de perspectives de futur en Transnistrie. Donc, la vie n'est pas en rose, on s'entend, même si, effectivement, quand on va sur le terrain, on observe une vie quotidienne qui s'apparente à normale. Peut-être juste ajouter un élément important dont je n'ai pas parlé, c'est quand même que la Transnistrie, comme la plupart des États de facto, survivent aussi grâce à l'appui d'un État patron. Et ici, donc, le rôle de la Russie, l'aide financière, économique, diplomatique est certainement énorme. Et on peut juste spéculer, mais sans cette aide-là, la Transnistrie probablement n'existerait pas aussi longtemps. Bon, j'allais y venir. La Transnistrie, c'est essentiellement une partie de la Moldavie où la population a gardé un attachement, on pourrait dire, à la Russie ou en tout cas à la culture russe. Et on en vient à se demander, est-ce que c'était une indépendance ou un sécessionnisme qui était basé sur une identité nationale au début des années 90 ou est-ce que la Transnistrie, c'est simplement un État fantoche de la Russie qui utilise ce territoire pour embêter un peu la Moldavie et les pays d'Europe de l'Est? Certainement. Donc, il y a deux éléments de réponse ou deux éléments de question finalement. Qu'est-ce que les Transnistriens? Eh bien, effectivement, lors de la sécession, on ne peut pas vraiment parler d'un conflit ethnique ou d'une sécession, d'un mouvement sécessionniste au nom de l'autodétermination d'un peuple, puisque en Transnistrie, la population est extrêmement hétérogène. Donc, vous avez un tiers de Moldaves ethniques, un tiers de Russes, et un tiers d'Ukrainiens ethniques, sans compter d'autres minorités, bulgares, polonais, gagaouzes, etc. Mais de ce fait, ce qui est intéressant pour étudier, c'est comment est-ce qu'on justifie la sécession à l'indépendance au nom d'un peuple, hein, donc, qui, en fin de compte, n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Transnistrie a investi énormément d'efforts, de politique, de stratégie pour faire émerger une conscience collective de Transnistriens. Donc, on peut parler effectivement d'un peuple transnistrien qui au fur et à mesure, au fil du temps, finalement s'institutionnalise et s'ancre dans l'imaginaire collectif. Donc, ça, c'est effectivement un cas intéressant. Deuxièmement, oui, effectivement, les Transnistriens, cette catégorie de peuple, se définit comme faisant partie de Ruski Mir, donc du monde russe, et c'est un projet national qui est tourné vers la Russie. Et d'ailleurs, ce qui est important de souligner, c'est que finalement, ce que les Transnistriens et les autorités cherchent, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est l'unification avec la Russie, un peu à l'image du Kaliningrad qui est enclavé en Union européenne. Donc, c'est un peu le projet finalement est celui de l'unification à la Russie et sinon le statu quo. Pour répondre à cette question du rôle de la Russie, est-ce que c'est finalement un pion dans le jeu de la Russie? Certainement, on peut dire que la Transnistrie, c'est peut-être pour ça aussi, c'est important de noter, c'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser à la Transnistrie parce que c'est un élément sur l'échiquier géopolitique entre la Russie et l'Europe, entre l'Occident et la Russie en général. C'est donc ça peut être un instrument entre les mains de la Russie. C'est comme ça c'est interprété qui veut prévenir finalement la Moldova d'entrer en Union européenne ou en l'OTAN, etc. Donc, il y a cette idée d'utiliser, d'instrumentaliser les États de facto en général, que ce soit en Ukraine
en Abkhazie, en Géorgie, pardon, ou en Moldova, c'est l'instrumentalisation de ces entités-là dans un jeu géopolitique plus large, régional. Cela étant dit, mon propos, en fait, dans le livre que vous avez mentionné, est celui de... je mets l'accent quand même sur une certaine autonomie des acteurs locaux et qui explique notamment différentes trajectoires de ces États de facto, etc. Mais sans le patron, sans la Russie, oui, ça serait un projet qui verrait probablement un échec. Oui, non, moi, je travaille sur l'Union européenne et une des raisons pour lesquelles, par exemple, la Moldavie ne pourrait pas se joindre à l'Union européenne, c'est parce que pour faire partie de l'Union européenne, il ne faut pas avoir de conflit de frontières. Alors, par définition, l'existence de la Transnistrie est un conflit de frontières. Et ce faisant, la Russie, finalement, met un peu du sable dans l'engrenage de l'élargissement européen. Mais je voudrais revenir sur votre livre. Dans votre livre, vous racontez les rencontres que vous avez avec les responsables politiques de la Transnistrie qui vous traitent presque comme une ambassadrice ou une émissaire, en tout cas quelqu'un auprès de qui ils souhaitent mettre de l'avant tous les attributs de la souveraineté de la Transnistrie. Et qu'en est-il de la population, et pas seulement de la population, disons, d'origine en tout cas russophone, mais les Moldaves dont vous avez parlé, les Ukrainiens, les Gagaous, se reconnaissent-ils dans ce projet transnistrien? Sont-ils considérés comme une cinquième colonne, des traîtres potentiels à ce projet de rattachement avec la Russie? Est-ce que ces 400 000 personnes sont toutes logées à la même enseigne ou y a-t-il des conflits internes en Transnistrie? Alors, contrairement à d'autres États de facto, je dirais qu'il y a une certaine adhésion de la population à ce projet-là, indépendamment du groupe ethnique. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que la population est ethniquement hétérogène, mais elle est russophone. En fait, c'est ça qui la distingue. Peut-être qu'il a distingué, en tout cas dans les années 90, au moment de la sécession de facto, c'est que cette partie-là de la Moldova était russophone et très liée à Moscou, très liée à Moscou de par les industries lourdes qui se trouvent, la base militaire russe qui se trouve, et qui se trouvait et qui se trouve encore. Et donc, il y a cette adhésion à la communauté plus large russophone, russophile, le monde russe. Mais aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 2 ou 3 générations déjà qui ont été socialisées en Transnistrie avec ce projet transnistrien, avec une historiographie particulière, avec une langue particulière, avec des orientations, donc l'éducation même, qui oriente en quelque sorte, socialise les jeunes dans ce projet transnistrien. Donc il n'y a pas, il y a bien entendu, en me rendant sur le terrain, il y a un conflit qui majeur, en fait, dans les années 2000, il était vraiment majeur, entre des Moldaves qui s'auto-identifient Moldaves roumains, donc qui refusent, par exemple, d'écrire le moldave avec l'alphabet cyrillique, qui est l'officiel en Transnistrie, mais plutôt avec l'alphabet latin. Puis il y a eu des écoles qui avaient été fermées à cause de l'enseignement du moldave avec l'alphabet latin et donc le roumain selon la Transnistrie. Donc ça c'est une population effectivement qui peut être plus visée par les autorités. Et le conflit, je dirais, sur le plan identitaire, il se trouve là. La question de moi comme ambassadrice sur le terrain, effectivement, lorsqu'on va sur le terrain, souvent on se retrouve dans des situations où on se sent instrumentalisé un peu. Et donc, une visite, une entrevue avec un chef d'État ou un ministre de facto, et tourné en une visite para-officielle qu'on diffuse ensuite dans les médias transnistriens,
pour marquer le point que voilà, il y a des gens de l'extérieur, des Occidentaux qui viennent, qui s'intéressent à nous et en quelque sorte nous légitiment cette entité-là. Donc, effectivement, ça c'est un danger, un risque qu'on court lorsqu'on fait du terrain comme chercheur. Alors, il y a un nom dans votre livre qui revient constamment, c'est celui de Shérif. Shérif, c'est une entreprise qui contrôle à peu près 60% de l'économie transnistrienne, qui contrôle la politique, on dirait aussi, dans une large mesure, qui contrôle une équipe de soccer qui a gagné, je disais, un match contre le Real Madrid, donc une véritable équipe de soccer européenne. Est-ce que tout ça, ça donne pas l'impression un peu que la Transnistrie, c'est aussi finalement un système mafieux? Un système d'oligarques, certes. Donc, effectivement, shérif, on parle même dans la littérature et dans mon livre aussi, je parle de la République shérif, parce qu'effectivement, au fil du temps, ce conglomérat d'entreprises qui a été fondé, donc Shérif a été fondé au début des années 90, en 93, par deux anciens KGB, qui s'est développé au fur du temps, notamment par l'acquisition d'un nombre incroyable finalement d'entreprises et d'usines lors de la privatisation. Et la privatisation de la fin des années 90 s'est faite un peu, bon, c'est plus ou moins obscur, hein, c'est voire criminel la façon dont ça s'est fait, mais c'est à ce moment-là que Shérif a pris possession d'un nombre incroyable d'usines. Donc, par exemple, le textile qui se retrouve sur les marchés européens est produit par Tyrotex, qui appartient à Shérif, l'industrie de cognac Kvint, le pain, l'industrie de la construction est contrôlée par Shérif, l'industrie, les stations d'essence, la téléphonie, les supermarchés. Bref, c'est vraiment un acteur dominant, voire qui détient le monopole non seulement sur l'économie, mais aussi sur la politique. Donc, au cours du temps, le shérif s'est doté aussi d'un parti politique, Obnovlenie, le Renouveau, qui, depuis 2010, de façon continue, gagne de plus en plus de sièges dans le Soviet, au Parlement transnistrien. Et en fait, le président élu en 2016, le président sortant, puisqu'il y a des élections dans une semaine, est aussi sponsorisé par Shérif. Donc, oui, on parle d'une capture d'État où le Shérif s'est accaparé de l'État, effectivement. Alors, une dernière question, au-delà de la passion que vous éprouvez pour la Transnistrie, de l'intérêt analytique qu'il y a à étudier un État de facto, son fonctionnement, il y a aussi évidemment la question des relations Est-Ouest. Et la Transnistrie est au cœur de ces relations qui se sont raidies, tendues depuis certaines années. Il y a des mouvements de troupes russes à la frontière avec plusieurs pays européens. Il y a évidemment la situation en Ukraine qui demeure très volatile. Est-ce que la Transnistrie risque de devenir un point chaud dans ces relations, disons, de plus en plus conflictuelles entre la Russie et l'Occident? Comme je mentionnais, c'est effectivement une entité qui est sur l'échiquier géopolitique entre l'Occident et la Russie. Donc, effectivement, il y a une intensification de relations conflictuelles entre les deux entités, entre l'Ouest et l'Est. Et quelque part, avec donc, les mouvements de troupes russes à la frontière orientale de l'Ukraine, avec le gaz. Donc, il ne faut pas oublier que la Russie approvisionne l'Europe en gaz, et notamment Moldova et Transnistrie sont à 100% dépendants de la Russie, du gaz de la Russie. Mais d'un autre côté, sur l'échiquier, l'Occident bouge aussi. Donc, on parle de plus en plus de l'adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN. On parle de plus en plus sérieusement. Il y a aussi le secrétaire de la Défense américain qui s'est déplacé en Moldova, en Ukraine, en Géorgie.
Il a parlé avec son homologue roumain de la Transnistrie et les hélicoptères militaires américains ont été transférés dernièrement de la Grèce vers la Roumanie. Donc, il y a des mouvements des deux côtés qui effectivement montent une tension. Il y a certainement une tension. Cela étant dit, contrairement à d'autres cas, je dirais que un conflit armé en Transnistrie me semble peu probable. Maintenant, bon, comme chercheur, on n'aime pas prédire les choses. Après, on se rend compte qu'on était complètement à côté. Mais du fait que la Moldova et la Transnistrie maintiennent une relation, somme toute, pas hostile. Il y a beaucoup, la frontière de facto entre la Moldova et la Transnistrie est traversée continuellement de part et d'autre. Il y a des familles qui vivent ici et là. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait un conflit qui impliquerait la Moldavie et la Transnistrie. Cela étant dit, il y a des tensions qui montent, puis il faut vraiment y faire attention, surtout que, et c'est peut-être un point que j'ajouterai à la fin, c'est que, comme j'ai mentionné, il y a une base militaire russe en Transnistrie, mais en plus, il y a dans le nord de la Transnistrie, il y a le plus grand dépôt d'armement en Europe, se trouve en Transnistrie, à quelques kilomètres ou plusieurs dizaines de kilomètres, mais pas loin de la frontière avec l'Ukraine. Donc, par exemple, Kiev craint continuellement que non seulement qu'il y ait une explosion accidentelle, mais aussi que cet armement-là soit transféré entre les mains des combattants pro-russes dans le Donbass. Donc, il y a toujours, c'est vraiment cette entité-là est vraiment au cœur, en quelque sorte, de cet échiquier Est-Ouest. Et il faut juste, il faut y prêter attention, même si, voilà, c'est une entité qui est peu connue, quoique depuis Real Madrid, depuis ce match gagné par Sheriff Tiraspol, ça a été mis sur les cartes. Tout à coup, la Transnistrie est sur les cartes. Et voilà, vous faites une entrevue avec moi sur la Transnistrie au Canada. C'est quand même assez spécial. Alors, ça n'avait rien à voir avec la victoire du match, même si je vous concède que c'est une information intéressante. On aurait pu passer des heures sur le sujet de la Transnistrie, c'était passionnant. Malheureusement, nous avons déjà dépassé le temps que nous consacrons habituellement à nos invités à Arrêt sur le monde. Merci infiniment, Magdalena Dębinska, de nous avoir entretenus sur la Transnistrie. Je souligne que votre livre, qui vient de paraître, La fabrique des États de facto, traite de beaucoup d'autres sujets et de beaucoup d'autres États de facto que la Transnistrie. Donc, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à se le procurer aux presses de l'Université de Montréal. Un grand merci à l'équipe technique, à notre recherchiste Emma Guerrero-Dufour, à nos partenaires, le Cerium, l'Agence France Presse et Savoir Média, qui nous permettent quelques instants de faire un arrêt sur le monde. À très bientôt.